Je vais appeler 4 experts ici autour de cette table sur la thématique les démarches à effectuer pour créer une offre no touristique. Alexandra Estival pour la Chambre d'agriculture, Marie Cucmel pour la DDTM du Var, Joanna Guillen pour la CCI du Var et Arnaud Boyer pour le cabinet Balator et Chabert. Je vous laisse vous installer ici autour de ces tables pour ce premier échange de la matinée et puis ensuite un premier jeu de questions-réponses. Et pardonnez-moi, c'est Anne Rabot qui représente la DDTM. On a eu un petit changement de programme entre-temps. Merci pour les fauteuils. 20-25 minutes d'échange avec vous et puis ensuite Sarah viendra nous présenter un retour sur les problématiques que les vignerons ont fait remonter via un questionnaire. Alexandra Estival, on va commencer avec vous, on va parler formalités administratives évidemment, on parlera financement avec tout le monde ensuite, de fiscalité aussi des entreprises avec Arnaud. Son projet, on le commence déjà en bien le qualifiant. Alexandra, pour commencer, il faut bien savoir ce qu'on veut faire, quelles sont les activités parce que c'est ce qui va dérouler toute la suite. C'est bon? Oui. Alors Delphine vous a fait rêver et nous, ça va être un peu moins drôle. En gros, l'onotourisme regroupe des activités variées qui doivent être précisément identifiées, car il existe deux types d'activités, soit civiles, soit commerciales. Et quand vous créez une activité onotouristique, concrètement, il faut bien identifier ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce que vous souhaitez faire réellement pour savoir si ça va être une activité civile ou une activité commerciale. Alors, bonjour à tous. Donc, comme le disait Alexandra, effectivement, notre définition, elle est un peu moins glamour parce qu'elle est directement issue du code rural et de la pêche maritime, donc l'article L311.1, et qui nous dit que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Donc vous voyez, c'est un peu moins digeste que la présentation tout à l'heure du CIVP, mais on va aller dans le détail vraiment pour préciser ces notions-là d'activité civile, agricole et commerciale pour savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Alors, en gros, soit il y a des activités agricoles par nature, ça vous le savez, vous êtes producteur, vous faites du vin, vous maîtrisez le cycle biologique, soit à caractère animal, soit à caractère végétal. Et après, il y a des activités agricoles qui peuvent être soit par relation, ce sont des activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production, soit les activités de transformation, de vente, de stockage de vos propres produits, ou des activités qui ont pour support l'exploitation. Et à ce moment-là, l'exploitation doit vraiment permettre l'activité et être la condition de son maintien. Il faut qu'on utilise les moyens de production pour justifier que ça va être une activité qui a pour support l'exploitation. C'est ici que la définition se complexifie un peu. Souvent, on me questionne, mais moi, je vends mon vin. Si vous voulez, à partir du moment où vous vendez le produit que vous produisez vous-même, l'acte de commerce étant dans le prolongement de votre activité de production, ça relève de la définition de l'activité civile agricole par relation, par rapport à la première définition, parce que je suis dans l'acte du prolongement de mon acte de production. La deuxième partie de la définition est un peu plus complexe et c'est ici que se situent les activités de nos tourismes. Il faut que les activités aient pour support l'exploitation. Concrètement, ça veut dire que l'activité doit avoir un lien économique étroit avec les activités de production. Les activités qui sont du coup développées sur l'exploitation doivent consommer majoritairement les produits issus de la culture de l'exploitation. Et là, vous verrez que c'est cette définition qui pose notamment des problématiques, comme le disait Aurélie Bertin tout à l'heure. Lorsqu'on veut ouvrir par exemple une ferme auberge, et Alexandra vous le précisera tout à l'heure, et qu'on produit du vin, vous comprenez bien qu'à la table du restaurant, ce n'est pas forcément majoritairement du vin qu'on va consommer. Donc du coup, on ne se référera pas à l'activité civile agricole. Cette activité sera assimilée à une activité commerciale avec toutes les problématiques juridiques que ça va engendrer derrière. On va peut-être même avancer encore un peu pour expliquer. Ouais. Voilà. Non, c'était pour exemple. Ouais, voilà. Non, c'était. Oui, voilà. Voilà. Pour souligner, pour l'exemple de la restauration,
Pour que ce soit une activité juridiquement agricole, il faut effectivement qu'au niveau de la restauration, vous cuisiniez concrètement des produits issus de votre exploitation. Le vin étant un produit, on va dire, secondaire, quand on va au restaurant, on est d'accord, on n'a pas l'obligation de consommer du vin. Donc, même si ça rentre dans la composition, on va dire, du menu, ça reste un produit secondaire. Donc, ce qui va être dans l'assiette, il faut qu'il y ait des produits, entre autres, de votre exploitation, c'est-à-dire soit du végétal, soit de l'animal, pour entrer dans les 51% des produits de l'exploitation et pour justifier que l'activité de restauration est une activité pleinement agricole. Sur l'activité d'hébergement, concrètement, on est d'accord sur il n'y a pas d'approvisionnement de votre production, donc on ne peut pas justifier que c'est une activité agricole, donc ça va être typiquement une activité commerciale. Je reviens rapidement en arrière. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait. Donc, ça intervient dans un contexte assez complexe où il faut vraiment qu'on cible quel type d'activité œnotouristique on va développer. Comme le disait Delphine, il y a une palette qui est assez large. Donc, savoir pour chaque type d'activité œnotouristique, où est-ce que je me situe pour savoir quelles vont être les conséquences fiscales et juridiques sur le développement de mon activité. Alors, juste à précision, c'est cette définition du code rural qu'on vous a lu tout à l'heure, elle est issue de discussions parlementaires des années 80-90, où le législateur il semblait vouloir viser les activités d'accueil touristique à la ferme, comme notamment, on vous le disait, la partie gîtes ruraux. Mais pourtant, on se rend compte qu'au fil des années, avec la jurisprudence qui est constante aujourd'hui sur le sujet, en réalité, les juges ont signifié que la seule localisation des activités œnotouristiques à la ferme ne permet plus de justifier que c'est une activité agricole. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les juges ont considéré qu'en fait, il faut aller plus loin. Il faut que principalement, ce soit les produits de l'exploitation qui soient consommés pour justifier qu'on est dans le cadre d'une activité agricole. Et là, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ça crée des freins, ça crée des contraintes pour toutes les exploitations qui veulent développer ce type d'activité. Alors les questions à se poser dès le départ, l'activité œnotouristique que je veux réaliser est-elle qualifiée d'agricole par relation, oui ou non? Si oui, l'activité elle pourra être directement exercée donc par votre société civile agricole via laquelle vous exercez, ça peut être une SCEA ou une ARL. Sinon, il faudra scinder cette activité souvent au sein d'une structure juridique dédiée à cette activité-là, qui sera une structure commerciale de type souvent SARL ou SAS. Alors, petit focus sur les risques qu'on peut avoir, puisqu'on rencontre, c'est vrai, de plus en plus le cas, par simplicité administrative, parce que vous comprenez bien que si vous voulez développer ce type d'activité, si vous devez créer une nouvelle structure, ça engendre des coûts supplémentaires, juridiques, de comptabilité, d'organisation administrative, avec plusieurs TPE pour encaisser les ventes, etc. Ça crée de la complexité. Alors, beaucoup d'exploitants, aujourd'hui, développent leur activité commerciale ou touristique au sein de leur société civile. Il faut savoir qu'il existe une tolérance, on en parlera tout à l'heure, mais cette tolérance, elle est fiscale, elle n'est pas juridique. C'est ce qui crée encore de la complexité dans la compréhension. Vous voyez, l'administration fiscale nous permet, si vous voulez, de rattacher une partie des recettes œnotouristiques à votre bénéfice agricole. Pour autant, juridiquement, les textes ne nous le permettent pas. Et je vous ai listé ici les principaux risques qui peuvent être évoqués, notamment dans le cadre donc d'une exploitation qui serait en faire-valoir indirect, c'est-à-dire une exploitation via un bail. Si jamais la société exploite une activité commerciale alors qu'elle ne le devrait pas, on peut avoir un risque de résiliation du bail de la part du bailleur, qui n'accepterait pas, qui pourrait faire valoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Moi, je n'ai pas accepté que dans le chai que je lui loue ou dans le caveau de vente, il exerce cette activité œnotouristique. Un autre risque en cas de faire valoir direct, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de vos terres que vous exploitez et que vous avez acheté au travers de la SAFER via une rétrocession, il peut y avoir un cahier des charges. La SAFER fixe un cahier des charges auquel vous devez vous tenir. Si dans ce cahier des charges, il n'est pas prévu que vous puissiez réaliser ce type d'activité, il faudra signifier à la SAFER que vous voulez la réaliser pour avoir l'accord de la SAFER. Sinon, vous allez contrevenir aux conditions du cahier des charges et là, le risque, ce serait éventuellement, bon,
Dans le pire des cas, ça pourrait aller jusqu'à une annulation de la vente. Et ensuite, il y a d'autres risques qui sont évoqués avec des points d'interrogation parce qu'ils ne se matérialisent pas toujours. Donc là, c'est aussi la problématique. On est dans le juridique. Moi, je vous cite les textes. On sait qu'il y a des risques, mais des fois, ils ne se matérialisent pas. Alors, on a un risque au niveau des aides publiques. Est-ce qu'on pourrait avoir une remise en cause de certaines aides publiques? On a aussi un risque au niveau assurantiel. Est-ce qu'on aurait un risque de non-couverture de certains litiges qui pourraient survenir sur le domaine, si par exemple vous organisez des sorties en VTT dans les vignes? Et ensuite, on a des problématiques qui seront évoquées tout à l'heure en termes d'urbanisme, mais aussi en termes de responsabilité d'associés et de perte d'avantages fiscaux qui sont spécifiquement conférés aux sociétés civiles, agricoles, à l'impôt sur le revenu. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur le plan fiscal. Il y a des dispositifs spécifiques en termes d'exonération de plus-value, etc., qui pourraient être éventuellement remis en cause si on pilote mal le rattachement de l'activité touristique à une société civile agricole. Bon, du coup, j'enchaîne sur le plan fiscal. Alors, au niveau du plan fiscal, c'est ce que je vous disais en aparté, la tolérance, elle est fiscale, mais elle n'est pas juridique. La tolérance, c'est laquelle? Aujourd'hui, si vous êtes en bénéfice imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles et non à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez rattacher des activités commerciales à votre bénéfice agricole dans certaines limites. Il y a deux limites, 100 000 € TTC de chiffre d'affaires et 50% du chiffre d'affaires. D'accord? Donc il ne faut pas dépasser ces deux seuils pour pouvoir rattacher votre BIC à votre BA. Si vous dépassez ces seuils-là, le risque c'est lequel? C'est un basculement de droit à l'IS. C'est-à-dire que sans le vouloir, automatiquement votre société bascule à l'IS. Moi, j'ai le cas de sociétés qui développent une offre touristique assez conséquente, où on a l'administration fiscale qui nous a écrit pour nous demander quels étaient les niveaux de chiffre d'affaires. Donc, il y a un contrôle qui est fait justement sur ces limites pour savoir est-ce qu'on peut continuer à rattacher ou pas. Autre point de vigilance qu'on a vu qui est beaucoup remonté dans le questionnaire auquel vous avez tous répondu, c'est les problématiques en termes de CFE et de taxes foncières. Aurélie Bertin aussi l'a évoqué dans la petite interview tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à développer une activité commerciale sur certains bâtis qui étaient à l'origine à usage agricole, il va falloir faire une mutation, c'est-à-dire qu'il va falloir informer l'administration, aussi bien le cadastre que la DGFiP, qu'il y a une mutation du bien, c'est-à-dire qu'on va passer d'un bien à usage agricole à un bien à usage commercial. Et pour ça, il y a tout un millefeuille de CERFA à remplir pour informer l'administration. Et quel impact ça va avoir? L'impact, il va être sur la CFE. C'est-à-dire que la cotisation foncière des entreprises, dont sont exonérées les exploitations agricoles, eh bien, ce ne sera plus le cas. Il vous faudra payer une CFE sur votre activité, sur votre exploitation, puisque vous développez une activité commerciale. Donc, vous n'en serez plus exonéré. Ça, c'est un tableau qui est extrêmement pratique. Alors, les slides ne sont peut-être pas forcément visibles, et puis la lumière va encore certainement monter dans la journée, mais toutes les slides vous seront envoyées, vous les aurez à disposition, donc vous pouvez revenir sur tous les contenus. Mais là, Alexandra, c'est un tableau que vous allez nous proposer qui est vraiment la synthèse de tout ce que vous avez dit. Oui, voilà. Donc, si on vous a un peu noyé d'informations, là, vous avez une synthèse. Donc, ce qu'il faut retenir, par exemple, sur une activité de restauration. Donc, si la composition du menu provient essentiellement des produits de l'exploitation, et on va dire à plus de 51%, ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, on peut considérer que c'est une activité agricole. Fiscalement, les revenus issus de l'activité de restauration, ça va être des BIC et des bénéfices industriels et commerciaux. Au niveau du contexte fiscal, bon, forcément les activités de restauration sont soumises à TVA. TVA à 10%, sauf les boissons alcoolisées, comme vous le savez, à 20%. Vous serez soumis à la CFE, car c'est une activité commerciale, fiscalement. Au niveau de la destination des bâtiments, ça pourra se faire dans des bâtiments qui ont une destination d'exploitation agricole. Au niveau des ERP, bon, forcément vous êtes soumis à ERP car vous allez accueillir du public. Une activité de restauration, c'est un ERP de type N, avec une obligation aussi de proposer des sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap. Et au niveau des déclarations d'activité,
Comme toute activité de restauration, il va falloir la déclarer. Cette activité peut se déclarer soit en mairie, soit à travers un CERFA que vous pouvez faire en ligne. Donc je vous ai noté le numéro du CERFA. Et il vous faudra impérativement une licence restaurant, car certes, dans une activité de restauration, il est fort probable que vous proposez d'autres boissons qui ne sont pas que vos vins. Donc vous aurez une obligation d'avoir une licence restaurant. Cette licence, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il faut passer du coup une formation qui est le permis d'exploitation d'un débit de boisson et également une autre formation qui est l'HACCP pour les activités de restauration. Voilà, donc ça c'est deux formations qui sont vraiment obligatoires. Du coup, qu'est-ce qui se passe si vous ne cuisinez pas des produits qui sont de votre exploitation? Du coup, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est une activité qui va être juridiquement commerciale. Au niveau des revenus, on va rester sur des BIC. Le contexte fiscal sera le même, TVA à 10% et CFE également. Par contre, là où ça va se compliquer, ça va être au niveau de la destination des bâtiments. Ça va être dans des bâtiments dont la destination, c'est restaurant. Donc ça, on rentrera dans les détails un peu plus tard. L'ERP est le même, c'est un ERP de type N. Et en termes de déclaration d'activité, ça va être comme pour les fermes auberges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des conditions particulières des activités de restauration, que vous soyez en ferme auberge avec les produits de votre exploitation ou en restaurant traditionnel, sur la déclaration des activités, sur les conditions d'hygiène, vous êtes soumis à la même réglementation. Ce qui va changer, ça va être sur la qualification juridique et sur la destination des bâtiments. Sur les activités d'hébergement, si on prend l'exemple de la chambre d'hôte, donc la chambre d'hôte, elle est plafonnée, 5 chambres d'hôte maximum, 15 personnes. Comme on l'a dit, comme il n'y a pas de lien avec la production agricole, ce n'est que support de l'exploitation. Au niveau de la qualification juridique, on sera sur une activité commerciale. Vous allez déclarer également des BIC. Le contexte fiscal, vous allez payer la taxe de séjour, vous pourrez être soumis également à CFE. Au niveau de la destination des bâtiments, là ça va se faire dans du logement, dans des bâtiments qui ont une destination de logement ou d'habitation. Vous n'êtes pas soumis à ERP car vous êtes inférieur à 15 personnes. Par contre, au niveau de la déclaration d'activité, pareil, ça va être un CERFA en ligne qu'il va falloir déclarer. Voilà, comme toute activité, on va dire, agritouristique, il y a une déclaration à faire. Et ensuite, concernant les activités, on va dire, de découverte. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de savoir s'il y a un lien avec l'exploitation et votre production agricole. Si ça mobilise l'outil de production. Si vous faites des balades dans les vignes, ça mobilise votre exploitation. Si vous faites une visite de la cave, de vos chais, un jeu dans les vignes, on pourra qualifier cette activité de juridiquement agricole. Pareil, en termes de revenus, on est sur des activités de diversification, on est sur des bénéfices industriels et commerciaux. La TVA, bon, ça varie en fonction de l'activité que vous souhaitez faire. Généralement, on est à 10% sur les visites, les pratiques de jeux cérébraux. Tout ce qui est spectacle, c'est 5,5% et tout le reste, on est à 20%. Au niveau de l'urbanisme, si c'est des activités qui sont vraiment en lien avec l'activité de production, on va être dans des bâtiments qui ont une destination agricole. Si ce n'est pas le cas, si l'activité agritouristique n'a pas de lien avec l'activité de production, admettons, vous faites un cours de yoga, je ne vois pas trop le lien avec l'activité agricole, à ce moment-là, ça va être une activité qui, d'une part, sera juridiquement commerciale, mais en termes d'urbanisme, ça va être une autre destination dans vos bâtiments. Ça va être une activité de service. Voilà. Et en termes d'ERP, on va être sur un autre type d'ERP. Ça va être un ERP de type L, avec d'autres réglementations aussi, du coup, qui vont s'appliquer. On passe à un cas pratique. Ça sera encore plus lisible, Arnaud. Petit cas pratique, David, effectivement, c'est un cas qu'on rencontre souvent, la SEA, les greffons, qui souhaitent diversifier ses revenus agricoles, puisque c'est ça quand même le sujet de fond. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut diversifier en développant une offre no touristique. Donc les activités d'hospitalité, comme vous l'a présenté Alexandra, dans ce cas-là, ne sont pas réputées agricoles par relation et donc relèvent de la catégorie des activités commerciales.
Il se trouve que cette SCEA, elle est à l'impôt sur le revenu parce qu'il y a des avantages à l'aide pour des régimes d'exonération de plus-value, d'avantages fiscaux particuliers pour ce type de régime d'imposition. Et donc, pour développer cette activité-là, la SCEA souhaite un conseil. Comment réaliser cette activité sans remettre en cause les problématiques juridiques et fiscales que j'évoquais. Alors malheureusement, il n'y a pas 50 solutions. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une filialisation. La SCEA, on crée une structure soit directement détenue par la SCEA, soit ad hoc détenue en direct par l'exploitant, donc une structure commerciale qui pourra réaliser cette activité-là. Donc par contre, vous voyez dans la contrainte juridique que ça génère et administrative que j'évoquais tout à l'heure, il va y avoir 2 comptabilités, 2 assemblées générales, il va falloir justifier des liens économiques entre les 2 structures, des factures entre les 2, etc. Donc c'est vrai qu'à l'heure où on nous parle de simplification, aujourd'hui, malheureusement, on n'y est pas encore sur ce plan-là pour développer le no-tourisme sans frein. David. Merci pour toutes ces précisions. On reviendra avec vous dans quelques instants. Je vais me tourner vers Anne Rabot maintenant pour la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer du Var. Vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure dans les questions. Finalement, la destination d'un immeuble ou bien les constructions, les projets, comment ça fonctionne aujourd'hui. Si on parle d'idée, Anne Rabot, qu'une zone agricole, en théorie, c'est inconstructible. Tout à fait. Donc effectivement, le contexte général en termes d'urbanisme sur la zone agricole, c'est bien que par définition, la zone agricole est inconstructible et toute construction, du coup, se fait à titre dérogatoire sur justification vraiment précise. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on a une priorité donnée à l'activité agricole en zone agricole. Alors là, je vais vous montrer quelles sont les démarches à faire en matière d'urbanisme selon votre type de projet. Et vous allez voir, on va avoir 4 grands types de projets. Des projets qui ne nécessitent aucune construction. Premier type de projet. Des projets que vous voulez faire au sein d'un bâtiment qui est existant, des projets par extension d'un bâtiment existant, ou alors des projets qui nécessitent de créer complètement une nouvelle construction. Voilà, donc on va dérouler ces quatre points-là, et à chaque fois on va voir, vous, en tant que vigneron, qu'est-ce que vous devez faire comme démarche. Alors, on peut passer à la première diapo, c'est très simple. On commence par les projets sans construction en dur. Et bien là, c'est facile, il y a très peu de démarches à faire et il y a de nombreuses activités qui sont possibles en dehors de toute autorisation d'urbanisme. Par exemple, organiser des visites guidées, des ateliers pédagogiques, des pique-niques dans les vignes. Il y a également des possibilités via le règlement du PLU de faire du camping à la ferme. Donc le règlement du PLU peut autoriser du camping. Alors aujourd'hui, dans le règlement type de la zone A, qui est souvent repris par les communes, on peut autoriser jusqu'à 6 emplacements et 20 personnes pour des tentes, caravanes, camping-cars, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a certaines activités agritouristiques qui sont possibles sans nécessiter aucune construction et donc aucune démarche d'urbanisme. Ensuite, on peut avoir des projets au sein d'un bâtiment existant. Là, ce qui est important, c'est de savoir qu'en termes de code de l'urbanisme, chaque bâtiment est affecté à l'une des 5 types de destinations là, qui vous sont décrits. Donc, votre bâtiment, il peut avoir une destination d'exploitation agricole, ou une destination d'habitation, ou une destination de commerce et d'activité de service. Et puis ensuite, alors les 2 autres, je passe, équipement d'intérêt collectif et puis autres activités des secteurs primaires. Vous, souvent, c'est les 3 premières destinations qui vous intéressent. Si votre bâtiment a une destination d'exploitation agricole, vous pouvez faire certaines activités quand elles sont bien dans le prolongement de l'acte de production agricole. Notamment, un bâtiment d'exploitation agricole, il peut accueillir un restaurant de type ferme-auberge. Alors, comme on le disait, la ferme-auberge, il faut que, globalement, plus de 50% de la production soit issue de l'activité agricole du domaine. Donc, c'est sûr que pour un domaine viticole, c'est compliqué de faire une ferme-auberge. Dans un bâtiment à destination d'exploitation agricole, on peut aussi faire un espace de vente directe des produits de l'exploitation. Voilà. Pour les bâtiments à destination d'habitation, le règlement du PLU, la plupart du temps, vous donne la possibilité de faire des chambres d'hôtes. Alors les chambres d'hôtes, il faut savoir, c'est maximum 5 chambres pour 15 personnes et des meublés de tourisme. Donc au sein d'un bâtiment existant, on peut faire quelques activités de type agritouristique.
Alors ça devient plus compliqué quand la destination du bâtiment dans lequel vous avez un projet n'est pas conforme à votre activité projetée. Et là, c'est vrai qu'il y a 2 étapes. D'abord, il faut aller auprès de la mairie pour demander une modification du PLU et faire identifier le changement de destination dans le PLU de la commune. Donc ça, c'est par une modification du PLU qui est soumis à avis conforme de la CDPENAF. Alors la CDPENAF, c'est la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et notamment, cette CDPENAF, elle est animée par mon service agriculture et forêt à la DDTM. Donc, modification du PLU soumise à avis conforme de la CDPENAF. Et le Code de l'urbanisme nous dit que pour autoriser ce changement de destination, il faut s'assurer que le changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du secteur géographique. On en parlera après parce qu'effectivement, il y a des critères d'analyse pour autoriser un changement de destination ou un STECAL, on le verra après. Donc ça, c'est la première étape, faire identifier le changement de destination. Et ensuite, deuxième étape, déposer soit une déclaration préalable, soit un permis de construire en mairie. Et ce PC est lui-même soumis à avis conforme de la CDPENAF. Donc c'est vrai que voilà, il y a 2 étapes, une au titre de la planif et ensuite une deuxième au moment du PC. Il faut savoir que les changements de destination sont très regardés et très analysés. Pourquoi le risque, ce serait qu'on transforme des bâtiments techniques agricoles en bâtiments à vocation touristique et parfois que derrière, il y a besoin d'une nouvelle demande de permis de construire pour reconstruire le bâtiment agricole potentiellement qu'on a fait changer de destination. Donc, souvenez-vous bien que l'enjeu, et ce que nous dit le Code de l'urbanisme, c'est préserver le foncier agricole et préserver la capacité de production. Donc, on limite au maximum l'artificialisation des terres. Par contre, une opportunité via ces changements de destination, c'est évidemment de valoriser des bâtiments qui ont pu perdre leur usage agricole. Et c'est intéressant, un bâtiment qui ne peut plus être utilisé en termes agricoles, effectivement le faire changer de destination. Une petite subtilité encore sur ce volet changement de destination, c'est qu'il faut savoir que quand vous êtes dans une commune en loi littorale, le changement de destination, il est interdit, sauf cas dérogatoire, hors espace proche du rivage, et après avis à la fois de la CDPENAF et d'une autre instance qui s'appelle la CDNPS, la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Donc c'est sûr que ce sont des démarches qui sont longues. Je continue. Troisième type de projet, donc ça c'est votre bâtiment existant. Troisième type de projet, vous pouvez vouloir faire une extension de votre bâtiment existant. Alors il faut savoir que c'est possible de faire une extension de bâtiments d'habitation pour réaliser des chambres d'hôtes. Attention, encore une fois, chambre d'hôtes, c'est maximum 5 chambres pour 15 personnes accueillies. Voilà, et c'est le règlement du PLU qui définit les possibilités d'extension. Quatrième type de projet, là quand vous voulez faire une nouvelle construction. Donc encore une fois, je le remets sur la diapo, voilà, la zone agricole est inconstructible, donc c'est du dérogatoire. Et pour délivrer un permis de construire, on analyse normalement 2 choses. On vérifie la réalité et le caractère significatif de l'exploitation agricole, donc s'assurer qu'il y a une vraie activité agricole importante, significative. Et ensuite, vérifier la nécessité du projet pour l'exploitation agricole. Donc simplement pour vous redonner juste l'exemple classique de ce qu'on peut voir passer en CDPENAF, c'est pour un bâtiment technique agricole. Bon bah là, donc vous, la démarche, vous déposez un permis de construire en mairie. Si les critères sont bien respectés et que le dossier est justifié, qu'il y a une nécessité du projet, etc., normalement, il n'y a pas de souci, le projet passe. Parfois, il est soumis à avis CDPENAF, parfois pas, ça dépend. Donc en tout cas, le bâtiment technique agricole, ça marche bien. Mais évidemment, c'est plus pour les projets ensuite au-delà que ça devient plus compliqué. Alors, on va regarder les bâtiments de transformation, conditionnement et commercialisation. Le Code de l'urbanisme nous dit qu'on peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsqu'elles constituent le prolongement de l'acte de production et qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Donc, par exemple, sont clairement considérés comme du prolongement de l'acte de production les espaces dédiés à la vente directe. Donc ça, vous en avez beaucoup dans vos domaines viticoles, voilà, les espaces de vente directe et de dégustation de vin.
Et ces espaces-là vous donnent aussi l'opportunité de diverses animations, type ateliers, visites guidées, etc. Ensuite, un autre exemple d'activité dans le prolongement, c'est le restaurant de type ferme-auberge. Mais encore une fois, il faut avoir les 51% de production issue de l'exploitation. Donc pour un domaine viticole, c'est plus compliqué. Quand on est dans cette logique transformation, conditionnement, commercialisation, on dépose un permis de construire en mairie, il est soumis à avis CDPENAF. Voilà. Et la dernière étape, c'est tous les autres projets de plus grande ampleur, de type restaurant, hôtel, hébergement insolite, etc. Ça, ce sont des aménagements, on le voit bien, qui sont à la limite entre de l'agritourisme, mais même presque du tourisme. Et du coup, c'est un aménagement qui va nécessiter ce qu'on appelle un STECAL, un secteur de taille et de capacité limitée. C'est un outil dérogatoire qui doit rester exceptionnel et qui est soumis en fait à avis de la CDPENAF. Donc ça nécessite une modification du PLU soumis à avis de la CDPENAF. Et là, le Code de l'urbanisme nous demande de vérifier la compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, de vérifier le caractère exceptionnel, notamment en lien avec les caractéristiques du territoire, le type d'urbanisation du secteur, il y a des sujets de desserte, etc. Donc on voit qu'on a un certain nombre de critères à analyser qui réglementairement sont assez vagues, parce que comment est-ce qu'on vérifie la compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole et forestier? Comment on vérifie le caractère exceptionnel lié à la caractéristique du territoire? Bon, c'est l'enjeu d'arriver à se créer une grille d'analyse, entre guillemets, partagée de ces projets de plus grande ampleur, et donc de se demander, s'accorder sur ce qui est souhaitable dans le Var et quel type de projet on veut pouvoir autoriser. Je pense qu'il y aura plein de questions pour vous, Anne Rabot, dans quelques instants, lorsqu'on passera aux échanges avec la salle. On va parler du... Dis-toi, oui, pardon. Oui. Donc juste, c'est simplement pour finir sur le volet donc, entre réglementation, code de l'urbanisme, on voit qu'il y a une certaine facilité de développement pour les petits projets agritouristiques. Par contre, une complexité au niveau des plus gros projets, qui sont à la frontière entre de l'agritourisme et du tourisme rural, du fait de l'enjeu central à bien garder en tête de préservation des zones agricoles et de préservation de l'activité agricole. Et du coup, l'enjeu est aussi d'arriver à se fixer des critères d'analyse partagés pour les projets de plus grande ampleur, qui se traduiraient donc par l'autorisation de changement de destination ou de STECAL. Merci beaucoup, merci Anne Rabot, merci. On va parler financement maintenant avec certaines d'entre vous, la Chambre d'agriculture, la CCI du Var notamment, les aides qui sont disponibles pour l'agritourisme pour commencer. Oui, alors actuellement il y a une aide au niveau de la région qui est disponible pour les exploitants agricoles. Donc il faut être exploitant et c'est la société agricole. Ce n'est que les sociétés agricoles qui peuvent prétendre à cette aide. Elle est destinée à tout ce qui est visite, donc activité agritouristique, mais dédiée à la visite. Donc la visite doit se dérouler sur l'exploitation. Une partie doit être consacrée vraiment à l'explication du processus de production, de l'histoire de l'exploitation, du fonctionnement du matériel. Au niveau de l'aide disponible, elle est entre 5 000 et 20 000 euros. Donc c'est une petite aide, mais ça va être pas mal pour démarrer, notamment pour des activités de visite. Le taux d'éligibilité est de 80%, donc ce qui est plutôt intéressant. Et 20%, par contre, c'est déclaratif, mais 20% du chiffre d'affaires doit être consacré à l'activité d'accueil, donc à l'activité de visite. Donc peut être pris en compte dans cette aide tout ce qui est aménagement, mobilier, aménagement extérieur, intérieur des bâtiments, extension, vélo électrique et également tout ce qui est susceptible de toucher à la mobilité douce. La seule chose qui n'est pas éligible, on va dire, c'est tout ce qui est foncier bâti. Voilà. Personnel, non. C'est que des dépenses externes. Qui prenait le relais, Johanna Guillaume, pour parler du dispositif Investour.
Oui, tout à fait. Alors, Investour, c'est aussi un programme avec la région Sud. Donc, ce n'est pas une aide, ce n'est pas une subvention, c'est un prêt participatif qui peut aller de 50 000 à 350 000 euros. Il faut savoir qu'on ne peut pas le faire sur une forme agricole. Donc, c'est intéressant ce que disait Arnaud là sur sa présentation, parce que parfois, on n'a pas le choix, vous êtes obligé de créer une structure commerciale et donc de changer le code APE, d'avoir une activité dédiée à l'activité œnotouristique, selon que ce soit de l'événementiel, des chambres hautes ou autres, hein, peu importe. Mais voilà, il faut que ce soit quand même une activité non agricole. Donc ça, c'est des prêts participatifs qui permettent de renforcer les fonds propres. Donc ça doit être en cofinancement avec un prêt bancaire, obligatoirement, donc dans la création, reprise ou développement. Voilà. Et moi, je voulais faire, alors j'avais juste cette slide à vous présenter, mais je voulais faire un petit focus quand même sur la CCI du Var. Donc moi, je suis conseillère en financement, donc j'aide les entreprises à trouver des financements et des subventions publiques, donc avec la région Sud. J'ai ma collègue Inès Gui qui est ici présente, donc qui est notre experte tourisme, parce qu'on fait partie de tout un pôle expert avec un certain nombre de thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc on a quand même une thématique RH, donc qui est importante, développement durable, donc avec des experts en énergie, risque, inondation, traitement de l'eau, donc qui peuvent vous aider aussi à réduire peut-être vos factures d'énergie. Enfin voilà, il y a pas mal de thématiques. Et on a aussi un expert digital qui s'occupe de numérique, de votre communication, réseaux sociaux, site internet, voilà, qui peut être intéressant. Et ici présente aussi, je présente ma collègue Nathalie Rettmeyer de Cap Format. Voilà, pour tout ce qui est formation dans le tourisme, c'est elle la spécialiste, vous pouvez aller la voir. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette présentation, Johanna. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants sur des questions sur la première partie? On marquera une petite pause, on ira prendre un café, un jus de fruits, grignoter peut-être quelque chose, et puis on prendra nos travaux. Mais est-ce que vous avez quelques questions à poser à Alexandra Estival, à Anne Rabot, Arnaud Boyer, Johanna Guillet? On a des micros à votre disposition, puis nos experts qui sont tous là pour répondre aussi, même s'ils reviendront après encore dans une deuxième partie. Monsieur, on va venir vers vous, là, dans les 3e et 4e rangs. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Hervé Paillard, Clos Mirage. Donc, j'ai une première question pour Madame Rameau ou Rabot, je ne voudrais pas faire une erreur sur son nom. Ce serait d'avoir son numéro de téléphone. C'est pas tellement pour l'inviter au restaurant, mais c'est qu'à chaque fois que j'appelle la DDTM, donc le mardi entre 10h et 12h ou le jeudi entre 14h et 16h, soit on ne me répond pas, soit je tombe sur un standard, soit sur une boîte vocale. Donc tout ça sous une forme de plaisanterie, mais si on avait un guichet unique, le bon point d'entrée, ouais, un point d'entrée simple, qui nous écoute, qui se déplace, parce que je n'ai jamais vu un agent de la DDTM venir sur mes terrains, pas pour être contrôlé, mais pour échanger. Ah bah oui, mais c'est pas chez moi. Voilà. Un Rabot en point d'entrée. Un guichet unique, un point d'entrée, voilà. Il n'y a pas de souci, on vous passera nos coordonnées. Voilà, c'est fait. Et ça sert à ça aussi, ces journées, c'est important. Parfait. Derrière vous, quelqu'un demandait le micro, je crois. Deuxième question très simple. Excusez-moi parce que la première était un peu ironique. La deuxième, c'est vrai que si on veut aujourd'hui développer de l'agrotourisme, c'est pas avec 5 chambres et 3 campings qu'on va y arriver. Donc il faut poser des questions réelles. Si on veut être économiquement viable, ça n'est pas possible dans ce qui a été décrit de façon très simple et très compréhensive par Madame Rabot. Ça n'est absolument pas possible de gagner de l'argent avec 7 chambres et 3 campings et une caravane. Merci pour cet apport. Tiens, un petit rappel, tous les agents de l'État ont des mails qui sont structurés de la même façon. Donc si vous voulez joindre un interlocuteur, c'est toujours quand même assez facile, même directement par email. Monsieur, c'est vous qui avez le micro, bonjour. Bonjour, Nicolas Breton du coup du Château Mentonne. J'ai un peu une question pour la même personne, pour la CDPNAF aussi. Je voulais savoir comment étaient instruits les dossiers justement de changement de destination, parce qu'au Château Mentonne, on en a un qui est lancé depuis à peu près 5 mois sur un bâtiment existant qui n'est plus utilisé dans le cadre de l'activité agricole et pour lequel on n'a aucune réponse pour un changement de destination justement direction, enfin pour faire du tourisme, et sur lequel il n'y a aucune modification ni extérieure ni intérieure à faire dans le bâtiment. C'est juste un changement de destination pur pour pouvoir changer d'un modèle ferme-auberge à restaurant en fait. D'accord. Alors, je ne connais pas en détail le dossier. La première question, c'est est-ce que le changement de destination a été identifié au niveau du PLU? Est-ce que la modification du PLU est faite? Le bâtiment, oui. D'accord. Le bâtiment est identifié. Donc du coup, vous êtes à la deuxième étape vous avez déposé un permis, un PC? Pas un permis, c'est une demande. En fait, si c'est possible, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. D'accord. Et
justement, alors l'analyse de ces changements de destination, elle est faite. Alors c'est les membres de la CDPENAF, hein, c'est pas la DDTM qui donne son analyse, c'est vraiment collégial. C'est une commission où on a à la fois les représentants de la profession agricole, les représentants des associations environnementales, de la fédération de chasse, les représentants des maires et des maires ruraux. Enfin voilà, il y a tout un panel d'acteurs. Je crois qu'il y a au moins 25 voix dans cette commission. Et la façon dont c'est instruit, c'est notamment de se poser la question de, par rapport à l'activité agricole et à l'utilité du bâtiment, est-ce que ça risque de... Est-ce que c'est compatible ou pas avec l'activité agricole et est-ce que c'est un bâtiment qui pourrait être utilisé et qui pourrait garder une vocation agricole? Donc là, en l'occurrence, je pense que votre dossier il est en cours d'analyse. Je me renseignerai et on la question échangera. du fond, c'est aussi sur cette commission, et je pense que ça revient sur ce qui a été posé auparavant. Est-ce qu'il y a possibilité, nous, en tant qu'on pose des dossiers, de pouvoir les défendre ou d'avoir des gens qui se déplacent sur place pour voir ce qui se passe? Parce qu'en fait, in fine, de dire qu'on veut préserver l'environnement ou la nature, etc., je veux bien, mais il faut aussi voir ce qui se passe sur l'exploitation. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des bâtiments, par exemple, qui peuvent dépérir, qui peuvent être plus utilisés, et par exemple des vieilles bâtisses provençales qui sont magnifiques et qu'on ne peut pas changer de destination, et c'est le seul moyen pour nous de continuer à les restaurer, à les entretenir. Et là, en termes de préservation de l'environnement, et de la nature même du site, on est dedans, et de temps en temps, on n'a juste pas de retour ou de possibilité d'exprimer notre projet, qui n'est pas juste de faire du business, mais qui est aussi de temps en temps de garder des bâtiments debout. Hein. Oui, bonjour monsieur, donc Xavier Prudon, le directeur adjoint de la DDTM. Effectivement, ce que vous évoquez, l'intérêt de pouvoir avoir des échanges directs avec les porteurs de projets quand les dossiers passent en commission, en CDPENAF, c'est un point qu'on s'était noté là en préparant cette réunion. On pense qu'effectivement c'est un axe d'amélioration. Parce que bien souvent, pour apprécier un projet, le dossier, c'est une chose qui est nécessaire, mais les échanges directs, voire la visite, ça apporte clairement un plus. Donc, il arrive déjà, là, depuis quelque temps, que la CDPENAF se déplace. On l'a fait pour des très gros projets où il y avait besoin d'aller voir. Donc, c'est sans doute quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse réfléchir et avancer. Mais sur le principe, côté des DTM, on y est tout à fait favorable. Après, il faut aussi que les membres de la commission de la CDPENAF, qui sont tous des bénévoles, acceptent de jouer le jeu, mais je pense qu'on devrait arriver à avoir un certain nombre de membres de la commission qui voient l'intérêt d'avoir ces échanges directs. Mais je pense que c'est clairement quelque chose qu'il faut arriver à faire plus souvent, chaque fois qu'il y a besoin d'avoir ces échanges directs. Merci pour vos réponses. D'autres questions, d'autres réactions pour nos experts? Monsieur, bonjour. Bonjour, Julien Dragon du Vallon Noir. Une question qui complémente de la question précédente. On a des ordres de délai en moyenne sur ce genre de dossier, 5 mois, 1 an, 6 mois. Ça regarde de combien l'accès au permis de construire et aux modifications? En fait, alors, sur le sujet du délai, sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, il faut voir qu'il y a le délai global de traitement de la demande d'autorisation d'urbanisme. Et la majeure partie de ce délai, en fait, c'est le temps d'instruction et de consultation qui est faite par la commune ou par l'intercommunalité quand elle traite la demande d'autorisation d'urbanisme. Le délai qui est lié à l'avis de la CDPENAF, en fait, il est vraiment court, parce que dès lors que le service urbanisme de la commune ou de l'intercommunalité saisit la CDPENAF, elle se prononce sous 1 mois. Donc nous, ça nous impose derrière d'avoir des délais aussi très rapides. La CDPENAF, elle se réunit tous les mois. Mais voilà, le délai global, il est vraiment lié au temps d'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme. Le passage en CDPENAF en lui-même, il est assez rapide. On abordera tout ça dans quelques minutes. La deuxième partie, quels sont les freins au développement d'une activité œnotouristique, sont évidemment les questions qu'on abordera et nos experts y répondront aussi. On avait une question, madame, bonjour. Bonjour, je suis Julie du Château des Bormettes à Lalonde. Une petite précision sur, vous évoquiez la loi littorale qui interdit le changement de destination sauf dérogation. Est-ce que vous pourriez revenir sur les motifs de dérogation qui permettraient de faire passer les dossiers? Anne Rabot, est-ce qu'on peut refaire venir le micro devant, s'il vous plaît, pour Anne Rabot? Merci. Bonjour, donc je suis madame. Laetitia Couder, je suis l'adjointe au chef de service planification et prospective, donc effectivement qui traite davantage de la loi littorale.
Donc les changements de destination sont interdits en bande des 100 mètres et en espace proche du rivage. Hors espace particulier de la loi littorale, les changements de destination sont possibles, s'ils sont justifiés. Et en général, les dérogations loi littorale pour les châteaux, ça veut dire que c'est souvent non, effectivement. Sinon, il y a des dérogations. Alors, il y a des dérogations possibles aussi. C'est l'article L121-10 du Code de l'urbanisme avec un passage en CDNPS pour déroger au principe de continuité de la loi littorale si on caractérise l'activité, enfin la nécessité pour l'activité agricole et qu'il n'y a pas d'atteinte au paysage ou à l'environnement. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on marque la pause maintenant et on reprend nos travaux dans 10 minutes à moins 10. On reprend s'il vous plaît à 11h moins 10, ici même. À tout de suite.